Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, au lendemain de l'annonce de l'assouplissement des mesures sanitaires en principauté, nous recevrons le président de la Fédération des entreprises monégasques. Philippe Ortelli livrera ses impressions sur notre antenne. Nous reviendrons sur le partenariat entre la Croix-Rouge monégasque et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une équipe s'est rendue à Genève pour en savoir plus. Et puis à moins de 100 jours des Jeux Olympiques de Tokyo, Kevin Crovetto s'apprête à participer au championnat d'Europe de gymnastique à Bâle, en Suisse, pour décrocher sa qualification. Le Monégasque sera avec nous ce soir. Mais avant cela, faisons un point sur l'actualité en principauté avec vous, Sandrine Nègre. Bonsoir Sandrine. Le prince Albert II a effectué une visite ce matin au centre hospitalier Princesse Grace. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Cette visite du souverain était liée au nouveau centre hospitalier Princesse Grace avec la découverte de ce prototype de façade non loin du centre de gérontologie Régnier 3 afin de voir de près le système de brise soleil. La découverte d'une chambre témoin a aussi été organisée pour constater éclairage, répercussion de la lumière et type de matériaux choisis. Autre information, l'État poursuit son accompagnement auprès d'entreprises monégasques. Nous vous en parlions dans notre précédente édition. La réouverture des restaurants le soir est prévue pour lundi, un bon signal pour l'économie. Il a été rappelé d'ailleurs par Jean Castellini que l'État demeurait aux côtés des établissements et plus largement des entreprises en principauté. Je vous propose de l'écouter. Les chiffres les plus importants de l'exonération partielle des charges patronales et de la CARE depuis l'été dernier, c'est environ 10 millions d'euros pour plus de 250 entreprises. Dans le cadre de la CARE, environ 250 entreprises aidées. Dans le cadre de l'exonération partielle des charges patronales, environ 220 entreprises. Pour cette exonération partielle, c'est environ 1600 salariés qui sont concernés. Donc au total, près de 8 millions d'euros pour la CARE, près de 2 millions d'euros pour le PCP, c'est-à-dire 10 millions d'euros de soutien et d'accompagnement à la relance pour les acteurs économiques monégasques. Et 2 décisions ministérielles sont aussi prolongées. Oui, la décision ministérielle du 14 janvier relative à la suppression du délai de carence en matière d'arrêt de travail lié au dépistage de la Covid-19 concernant les fonctionnaires, les agents publics et les salariés de la principauté se poursuit jusqu'au 2 mai. Autre prolongement, celle de la décision ministérielle relative à l'adoption de conditions de travail à distance obligatoires pour les salariés, fonctionnaires, agents de l'État et de la commune. Décision en vigueur jusqu'au 2 mai également. Merci Sandrine. Vous venez de le mentionner, alors que la situation sanitaire en principauté montre des signes encourageants, le gouvernement princier a décidé d'alléger son dispositif. Ce soir, nous avons voulu aborder l'impact économique que cet allègement allait avoir sur le tissu monégasque. Pour cela, nous avons contacté le président de la Fédération des entreprises monégasques. Bonsoir Philippe Ortelli. Bonsoir Émilie. Comment avez-vous accueilli l'assouplissement des mesures sanitaires en principauté ? Nous l'avons bien accueilli, bien entendu. Nous l'attendions au point depuis 3 semaines. Nous avons compris que le gouvernement était soucieux des vacances de Pâques et était craintif par rapport au rebond éventuellement épidémiologique. Mais tout le monde a joué le jeu et les statistiques sont très bonnes, disons-le, avec les 3 derniers chiffres de 3, 2 et 1 personne nouveau positif, c'est remarquable. Donc nous sommes très contents. Cela démontre la volonté de Monaco d'entamer une saison estivale le plus normalement possible aussi. C'est exactement ça, le plus normalement possible, dans le respect des règles sanitaires, en essayant de redémarrer au fur et à mesure l'économie touristique, l'économie de la restauration et de l'hôtellerie. Oui, et la tenue des 2 premiers grands prix est aussi un bon signal pour l'économie monégasque. Absolument. Maintenant, pour le premier, les choses sont très limitées à cause des règles de déplacement, de PCR, etc. Mais il faudrait peut-être même aller un peu plus loin. Nous avons noté que les salariés ne peuvent pas venir avec leur famille le dimanche au Grand Prix électrique ou au Grand Prix historique. C'est peut-être un peu dommage pour l'ambiance, pour des gens qui de toute manière sont en contact régulier avec Monaco, puisque si le salarié est à Monaco, il voit sa famille tous les soirs et c'est la même entité, je dirais, au niveau du Covid.
De la même manière, dans les règles dictées, nous regrettons profondément que nos salariés qui ont participé à l'effort, parce que si les salariés étaient pleins de Covid, les résidents monégasques les ont rattrapés, n'ont pas eu droit au restaurant le soir. C'est un peu dommage. Et j'ai déjà eu des retours des salariés qui me disent on aurait quand même aimé profiter de la restauration le soir à Monaco et même peut-être en famille. Alors c'est vrai qu'ils ont le couvre-feu, mais on aurait aimé qu'il y ait un petit geste de remerciement pour les salariés. L'État a toujours été aux côtés des secteurs les plus touchés. Selon vous, il est important encore aujourd'hui d'accompagner les entreprises dans cette nouvelle phase qu'est la relance économique ? Bien entendu, et nous avons encore des chiffres qui malheureusement indiquent plus de 4000 CTTR, pas forcément à temps complet, mais l'économie n'est pas repartie. Les chiffres donnés en avril par justement l'INSEE ne sont pas bons. Je l'ai dit la dernière fois que nous sommes parlé, je pense que nous mettrons 3 ans à nous remettre de cette crise. L'hôtellerie, restauration et le tourisme est un secteur profondément impacté. On ne sait pas que va nous donner malheureusement les variants qui émergent au Brésil ou en Afrique du Sud. Tout ça fait qu'il faut être prudent. On peut comprendre la prudence gouvernementale, mais d'un autre côté, il faut essayer sur le moyen et le long terme d'accompagner le rebond économique le mieux possible. Voilà, parce que vous l'aviez dit, tout cela ne dépend pas de l'activité monégasque uniquement. Absolument, Monaco est connecté au monde. Monaco respire tous les jours. Il respire à la fois avec ses salariés qui viennent, pour plus de la majorité, au-delà des communes limitrophes. Donc c'est une respiration avec les Alpes-Maritimes. Et puis Monaco respire avec nos clients qui viennent du monde entier. Le commerce de gros a un travail avec le monde entier. Le BTP fait venir du personnel et échange aussi avec l'Italie, la France et même parfois l'Espagne et plus loin. Nous sommes un pays qui est connecté au monde. Et bien sûr, l'hôtellerie-restauration et les événementiels, on a des gens du monde entier qui viennent à Monaco. Donc, il y a toujours cette respiration-inspiration. Si le reste du monde va mal, nous sommes mal. Si le reste du monde va bien, nous sommes bien. Et c'est cet échange permanent qui nous enrichit aussi. Un petit mot sur le télétravail, ça sera ma dernière question. Lui est maintenu, il est même conseillé, il est obligatoire. Alors, nous avons une position légèrement différente, je l'ai déjà dit, nous pensons que le télétravail doit être employé de manière raisonnable. La fédération patronale estime qu'il faut être à 2/5 du temps. Le terme obligatoire est employé par l'administration et on peut le comprendre, néanmoins, un bon équilibre de vie humain et juridique, c'est 2/5, 50% maximum du temps. La présence dans l'entreprise fait du bien aux salariés psychologiquement. Ils voient des gens. Les gens n'ont pas tous de grands appartements pour faire du télétravail, avec en plus les enfants qui ne sont plus à l'école en France, etc. Donc nous trouvons qu'il faut trouver un juste équilibre. Nous préconisons 2/5 et le salarié a les moyens de dire « je ne peux pas » et dans ce cas-là, il n'est pas obligé de télétravailler. Mais chacun doit faire des efforts pour télétravailler raisonnablement. Eh bien, merci beaucoup Philippe Ortelli d'avoir été sur notre antenne pour réagir à l'assouplissement des mesures sanitaires en principauté. Merci à vous. Merci à vous, Émilie, de m'avoir donné la parole. Bonne soirée à tous. Et puisque nous parlons économie, c'est un fait, nombreux sont les Français salariés de la Principauté qui se rendent chaque jour sur leur lieu de travail. Conséquence, les principaux axes routiers qui permettent d'accéder à Monaco sont saturés. Pour désengorger le trafic, une navette maritime entre Nice et Cap d'Aille va être mise en place cet été. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous prêt à l'emprunter? C'est la question que nous vous avons posée ce soir. Ça serait super parce que déjà les trains, il y a plein de retard. Tous les jours, c'est une galère. Et prendre la mer tous les jours, j'avoue, ça serait génial. Ça m'intéresse pas, mais ça peut être bien pour ceux qui habitent vers le port et ça peut permettre de désengorger un petit peu le train et la route. Ce serait plus rapide, ce serait plus long en train et je pense que c'est plus sympa de prendre le bord de mer qui est plus agréable à regarder que les tunnels. Déjà pour tester. Et puis si ça convient, continuer, oui, comparer le temps de trajet surtout. Ça dépendra du tarif parce que à Nice j'habite à côté du port, donc éventuellement ce sera à voir. Finalement, tous partants pour essayer cette nouvelle liaison maritime. Nous nous rendons à présent en Suisse pour vous présenter ce nouveau partenariat entre la Croix-Rouge monégasque et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous retrouvons à Genève Christinda Thomel. Christinda, vous êtes sur place avec Lionel Bernardi. Oui, la Croix-Rouge monégasque a confié une vingtaine de ses œuvres à l'entité genevoise dans le cadre d'une future exposition visant à mettre en valeur les liens qui unissent la principauté de Monaco à la Suisse depuis de nombreuses années.
Exposée au sein du musée automobile à Monaco et offerte à l'occasion des galas de la Croix-Rouge, 23 œuvres d'artistes de renommée internationale ont quitté en début de semaine le sol monégasque direction Genève pour un projet artistique d'envergure. Mis en place en pleine pandémie, ce projet avait pris effet en décembre 2019 lors du déplacement du prince Albert II à Genève et symbolise la belle histoire d'amitié qui lie Monaco à la Suisse. Ce sont des liens qui ont déjà commencé, on va dire, en 1948, quand la Croix-Rouge monégasque a incorporé le mouvement international. Et donc, on est ravis de pouvoir participer à un peu une œuvre, on va dire, artistique et tout un process, on va dire, d'une exposition de peintres. Il est vrai que malgré les très bonnes volontés, l'année 2020 n'a pas permis de mettre en place l'ensemble de ces œuvres, mais grâce à la volonté de toutes les personnes, et notamment des personnes aussi de la fédération internationale, nous avons pu finalement arriver à livrer ces œuvres d'art pour permettre peut-être bientôt de pouvoir accueillir des personnes pour une exposition. Un projet qui aura nécessité de la constance et du savoir-faire dans la réalisation certes, mais également dans le transport des œuvres, leur valeur étant inestimable. Les œuvres les plus fragiles sont en caisse, on a fabriqué des caisses sur mesure et les œuvres un peu moins sensibles sont protégées par des emballages qu'on appelle soft packing avec bullcraft, carton et les corniches en mousse. Des œuvres d'art qui sont donc à présent exposées au cœur des locaux de la Fédération genevoise, avec des dizaines de millions de volontaires dans 190 sociétés nationales. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est la plus grande organisation humanitaire au monde. The objective is that we're getting this opportunity to take this wonderful art that Monaco Red Cross is donating to us, and we're going to be able to show it all around our beautiful building. And that means that people from all over the world, when they come to visit here and are on guided tours, they're going to get to see this art. And the art's really important because it symbolises our fundamental principles, which are universal wherever in the world you're coming from. So it's a wonderful opportunity for us, and we're so appreciative. Thank you. Il aura fallu 2 journées pour installer les 23 œuvres et si la principauté a confié 21 d'entre elles à la Fédération internationale suisse, la mission permanente de Monaco à Genève a elle aussi été mise en lumière puisque 2 œuvres ont été installées au sein de ces locaux. Et ces œuvres d'art seront prochainement au cœur d'une exposition en Suisse. Nous rejoignons à présent Sandrine Neg pour le reste de l'actualité. Un point sur la programmation du week-end sur Monaco Info, Sandrine. À l'occasion de la 11e journée mondiale du cirque, Monaco Info vous propose de revivre ce samedi 17 dès 21h la 30e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Place donc à la piste aux étoiles et à une succession de numéros magiques à revoir si vous aviez assisté à cette édition ou à découvrir tout simplement. Un mot sur cet événement à présent qui vient d'avoir lieu au profit de la planète, un événement en visioconférence. La 5e conférence sur la conservation des cétacés dans les pays du sud de la Méditerranée s'est tenue effectivement en ligne. Cette conférence était organisée par le secrétariat de l'ACOBAMS en collaboration avec le Centre d'activité régionale pour les aires spécialement protégées et a bénéficié du soutien financier de la Principauté. Je vous rappelle qu'ACOBAMS est l'accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. Et enfin, nouvelle adresse provisoire pour l'Académie Régnier 3. La direction et l'administration de l'Académie Régnier 3, ont emménagé dans les locaux de la section théâtre de l'Académie à Monacoville, au 2e étage du foyer Sainte-Dévote. Les parents qui en ont besoin pourront se rendre sur place avec un rendez-vous au préalable au 93 15 28 91. Merci Sandrine. Le compte à rebours est lancé. Nous sommes à moins de 100 jours avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Les événements qualificatifs pour les Jeux se multiplient. Prochaine en date, les championnats d'Europe de gymnastique du 21 au 25 avril prochain. Compétition qui aura lieu à Bâle, en Suisse, et à laquelle participera le gymnaste monégasque Kevin Crovetto. Il est d'ailleurs avec nous ce soir. Bonsoir Kevin. Bonsoir Émilie. La barre sera haute pour essayer de se qualifier pour les Jeux de Tokyo ?
Oui, la barre sera très haute. Les sélections se font la semaine prochaine au championnat d'Europe à Bâle. Et il faudra être dans les 2 premiers pour espérer avoir un ticket pour Tokyo. Est-ce que ça sera compliqué, Kevin? Oui, ce sera compliqué. Je pense que les 2 meilleurs Européens, c'est un niveau très très élevé. Donc ça va être une tâche très difficile, mais on va y aller avec détermination, faire ce qu'on sait faire et le reste on verra. Alors justement, comment vous vous êtes préparé pour cette échéance? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Comme d'habitude, en état d'esprit de conquérant. Je pense que tout ce que je fais depuis le début de ma carrière, je le fais à fond. Donc j'ai fait une préparation où je me suis donné à 100%. Elle était un peu plus longue que prévu parce qu'il y a eu pas mal d'annulations de compétitions qui étaient prévues en amont. Donc on a commencé assez tôt, mais voilà, je fais une très bonne préparation et maintenant il n'y a plus qu'à démontrer tout ça au championnat d'Europe la semaine prochaine. Ça représente environ combien d'heures d'entraînement par semaine, Kevin? On s'entraîne en moyenne 25 heures par semaine. Comme un sportif de haut niveau en fait. C'est ça. Comment allez-vous physiquement? On sait les blessures ne vous ont pas épargné ces dernières années. Oh, physiquement, je suis bien. Le confinement de l'année dernière m'a permis de bien souffler et me reposer, notamment au niveau des petits pépins physiques. Donc là, depuis la reprise, je suis quand même assez tranquille et je peux m'exprimer comme je le veux. Et vous l'avez plutôt bien vécu, ce report des Jeux et l'arrêt des compétitions? Pour pas vous mentir, au début c'était un petit peu compliqué. Je pense que comme pour tout le monde, les premières semaines elles ont été un petit peu dures. Mais après j'ai quand même assez vite relativisé. Je me suis dit qu'il y avait quand même des situations beaucoup plus graves en ce moment avec cette crise. Donc j'ai relativisé et j'ai pris les choses au jour le jour. Alors vous avez déjà participé à des Jeux Olympiques, c'était à Rio en 2016. Quel souvenir en gardez-vous? C'était un souvenir merveilleux. Je pense que c'est une des plus belles expériences de ma vie. Les Jeux Olympiques de Rio, c'était vraiment incroyable. La ferveur du public, l'ambiance, la délégation, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable. Et Kevin, un mot sur la saison de top 12. Vous avez terminé 5e avec l'Étoile de Monaco cette saison, dans un format de championnat assez particulier. Oui, c'est ça. Pour pouvoir effectuer quand même une saison, ils ont modifié le format du top 12 cette année. Normalement, c'est sous forme de duel. Cette année, ça a été fait sous forme d'une compétition un peu plus classique, c'est-à-dire où il y a 4 personnes dans l'équipe qui passent, on additionne toutes les notes et à la fin, on obtient un total. Et donc, on a terminé 5e, ce qui est pas mal, même si on aurait aimé faire mieux. Je pense que pour une compétition de reprise après plus d'1 an d'arrêt, c'était quand même une bonne chose de pouvoir faire une compétition et de pouvoir obtenir ce résultat. Oui, j'imagine que cela vous a fait du bien de retrouver des sensations en compétition. Oui, ça m'a fait énormément de bien. Avant la compétition, j'étais dans un état, j'appréhendais un petit peu, j'avais un petit peu oublié ce que ça faisait l'adrénaline de la compétition et puis très vite, dès les premiers instants de la compétition, on retrouve de suite ses marques et ses repères et beaucoup de plaisir. Eh bien, merci beaucoup Kevin Crovetto d'avoir été avec nous ce soir et bien évidemment, on suivra votre résultat au championnat d'Europe de Bâle en Suisse. Merci. C'est ça. Merci à vous, bonne soirée. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain, Sandrine ? Samedi, journée nuageuse dans l'ensemble, avec toutefois des percées du soleil, notamment à la mi-journée. Les températures seront comprises de 9 à 15 degrés. Nous fêterons les Anissés. Le soleil se lèvera à 6h44 pour se coucher à 20h16. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les terrasses des restaurants qui, dès lundi, pourront accueillir leurs clients le soir jusqu'à 21h30. Photo signée Michael Alesi et Manuel Vitali. À demain, samedi, pour une nouvelle édition sur Monaco Info.